Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Lynn Hervé-Passé et avec Siao qui est présente ici, on est responsable de la communication de l'association Le Club Ciné Sociaux. Notre président Alexandre Liot est là parmi nous. Nous accueillons aussi Julie Desmar qui est service civique à la BU Lettres, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, et surtout la réalisatrice Valérie Jourdan qui est aujourd'hui avec nous en visio. Elle aurait dû être là physiquement, mais les aléas des voies ferroviaires a fait que nous la voyons en distanciel par BBB, donc heureusement que BBB est là. Alors, je vais d'abord présenter notre association pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, le Club Ciné Sociaux est une nouvelle association qui a été créée au sein de la FLSH cette année, et elle propose aux étudiantes des films documentaires à caractère sociologique, mais pas seulement des films documentaires, aussi des téléfilms. Et donc, depuis septembre 2022, nous avons proposé 3 films, parmi lesquels La Cour de Babel, en présence de la réalisatrice Julie Bertolucci, mais en BBB, en fait, en distanciel. Ah, Esme est là. Bonsoir Esme. Donc le deuxième film, les Mistral gagnants. Et enfin, Victor Schœlcher, L'Abolition, qui était un téléfilm historique, en présence de l'enseignant-chercheur Vincent Cousseau. À chaque fois, j'oublie son nom. Et là, le 4e film documentaire qu'on vous propose, Le Manifeste des 343, les coulisses d'un scandale, donc réalisé par Valérie Jourdan, est sorti en mars 2021. Je passe la parole à Esme, à peine arrivée. Esme va nous présenter son association. On a voulu présenter cette séance avec Aquirel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je représente Aquirel, association queer étudiante à Limoges, donc par et pour les personnes LGBTI+. On est une asso féministe, intersectionnelle et décoloniale. C'était très important pour nous de faire ça et de mettre tout ça en avant. Déjà parce qu'on est la seule asso qui représente les jeunes, les personnes étudiantes sur Limoges. Donc voilà. Et puis on a décidé de participer à cette présentation aussi parce que parmi les personnes LGBTI+, parmi les personnes qu'on reçoit, y a des femmes qui ont ou auront peut-être un jour besoin de l'IVG. Et il y a des hommes transgenres aussi qui auront peut-être besoin un jour de l'IVG, malgré le fait que ça a été leur droit à l'IVG a été retiré il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est pas gai, mais c'est pour dire que tout ça, ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Merci. Alors j'ai vu que Valérie, on a été déconnecté. Ah. Non, vous êtes là? Ah super, vous êtes toujours là, pardon. Oui, moi je suis toujours là. Donc ce soir, on vous présente, comme je l'ai dit, le manifeste. C'est un documentaire qui revient sur ce qui s'est passé le 5 avril 1971. Mais vas-y, si tu veux le lire. Non, vas-y. Non, ok. Et après, je te reprends ça parce que... oui, c'est sur le manifeste des 343. 343 femmes qui ont signé pour dire « j'ai avorté » à l'époque où c'était pas autorisé, c'était pas légal. Donc c'était un grand geste de faire ça. Et justement, Valérie Jourdan est revenue sur tout ça. Il y a plusieurs femmes qui ont signé le manifeste qu'on va pouvoir voir dans le documentaire. Et c'est justement tout ça qu'elle nous montre avec toute l'organisation de cette écriture, mais également le scandale qui est apparu à la suite. Et c'est en train de sonner. Oui. Alors, donc ce soir, nous accueillons Valérie en sa qualité de réalisatrice. Donc on a voulu insister sur ce point parce qu'elle a écrit ce film en
en partenariat. Je veux dire, elle a d'abord la maîtrise technique de l'outil du cinéma. Donc, les questions qui vont suivre le film, si vous vous adressez à Valérie Jourdan, n'hésitez pas à lui poser des questions sur tout ce qui est conception, réalisation et réception de son film. Et si vous avez des questions un peu plus techniques, c'est pour ça qu'on a fait appel à Esme et à Julie. Si vous voulez aller plus loin, je laisse Julie présenter les ouvrages et puis les sources qu'on a ici à notre disposition. Avant ça, juste avant Julie, peut-être Valérie, vous voulez dire quelque chose sur votre film ? Oui, en fait, je voulais préciser le contexte. En fait, c'est ma rencontre avec Adeline Lafitte, qui est l'auteur, qui a écrit une bande dessinée sur les coulisses du manifeste, enfin une bande dessinée un peu romancée, qui avait en fait la maîtrise de l'histoire et des faits journalistiques, qui nous a permis en fait de réaliser ce documentaire. Donc elle était plutôt à l'écriture et moi à l'image, même si par ailleurs on l'avait écrit ensemble. Mais donc voilà, c'est ma rencontre avec Adeline Lafitte, qui est scénariste TV et qui est auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Le Manifeste des 343, je crois. J'ai plus ça en tête. Voilà, et donc on a décidé d'en faire un documentaire en fait pour la chaîne Histoire, en retrouvant les participantes de ce manifeste, en fait celles qui étaient encore en vie et puis j'allais dire voilà, en fait qui acceptaient de témoigner pour leur redonner la parole, parce que quand on parle des coulisses d'un scandale, c'est, j'allais dire, presque à un double niveau, un scandale parce que l'avortement était interdit à l'époque, donc c'était un scandale, et puis aussi parce qu'elles ont eu aucune visibilité à l'époque. On en a fait presque j'allais dire le fait d'un article du Nouvel Observateur, et on les a un peu effacés de l'histoire. Donc c'était un moyen de leur redonner la parole. Voilà, toutes ces militantes qui ont été vraiment à l'origine de cette loi qui a été votée donc quelques années plus tard par l'intermédiaire de Simone Veil. Merci beaucoup Valérie. Et je donne enfin la parole à Julie. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Julie Demar, nouvelle service civique de la BU de Lettres et de Sciences Humaines. Je suis présente ici ce soir pour vous montrer quelques ouvrages, mais aussi DVD, films, etc., autour de ce sujet. Ce que je vous propose ici, ce sont les choses physiques, les livres et les DVD qui sont présents physiquement à la BU. Vous pourrez venir à la fin, quand tout sera fini, vous pourrez venir les manipuler, regarder, lire, etc. Ils seront exposés à la BU. Ils sont au 2e étage au niveau socio, philo et art. Je les ai mis sur le présentoir des nouveautés. Et pour les DVD, c'est pareil, c'est au rez-de-chaussée, mais sur le présentoir des nouveautés. Comme ça, vous les verrez directement si vous voulez les emprunter. Vous trouverez aussi ici une petite bibliographie que je vous ai faite. Ces livres sont notés avec leur cote, mais vous avez aussi des ouvrages, des revues scientifiques qui sont présentes en ligne, des revues féministes notamment, et d'autres films, mais qui sont présents aussi sur la médiathèque numérique. C'est un très bon outil. Et enfin, avec mes collègues, on vous a imprimé le manifeste que vous pourrez trouver ici, que vous pourrez prendre si vous voulez lire chez vous. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais au verso, je vous ai mis les archives en fait, de l'INA et de l'Obs avec les articles et aussi les vidéos de ces femmes qui ont témoigné devant la caméra. Donc voilà. Merci beaucoup Julie. Merci Esme. Place au film. Ok, ouais. Alors avant de lancer la discussion, moi j'ai juste eu une impression.
Puis j'aurai une question après, mais je veux vraiment laisser les personnes présentes dans la salle pouvoir vous poser leurs questions. La comédienne Danielle Lebrun, un moment dans son témoignage, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit parce que souvent on est un peu déconnecté, on ne se rend pas compte de ce que peut vivre l'autre avec un grand A. Qu'elle dit que quand ça a surgi dans sa vie, elle avait entendu parler de ces 5000 femmes mortes chaque année, mais le fait que ça se passe sur son palier et que ce surgissement, en fait, dans la vie de chacun, de chacune, quand on a... Voilà, quand un problème ne devient plus abstrait, moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marqué parce que, bon, pour plusieurs autres raisons, pour d'autres questions, il y a des choses dans ma vie qui résonnent. Et ça, j'ai beaucoup aimé son témoignage. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur le témoignage de Danielle Lebrun en particulier ? En fait, les personnes qu'on a choisies, c'est celles qui ont accepté de nous répondre. Il y avait beaucoup de femmes dont on n'avait pas les coordonnées, de femmes qui étaient décédées. Et c'est vrai qu'on voulait prendre à la fois des femmes célèbres et à la fois des anonymes, celles qui avaient été des militantes du MLF. Et Danielle Lebrun, c'était aussi, j'allais dire, une femme célèbre comme Marina Vladi. Donc en fait, on savait pas très bien ce qu'elle allait nous dire. En fait, c'était donc son témoignage était aussi intéressant que celui de Marina Vladi, et ça donnait un autre écho. J'allais dire, un autre écho de ce que les femmes ont pu vivre. Comme vous disiez, en fait, c'était c'était proche d'elles, et tout d'un coup, ça résonnait comme quelque chose de très concret. Il y avait à la fois, quand on prend le témoignage d'Ariane Mouchkine, qui était plutôt un engagement militant, féministe, et puis celui de Danielle Lebrun qui était aussi de sa part un engagement militant, mais accompagné d'un engagement plus personnel. Donc voilà, en fait, je pense que toutes les femmes à l'époque étaient touchées, soit parce qu'elles avaient dans leur entourage une personne qui avait connu ce drame, soit parce qu'elles-mêmes l'avaient vécu. Enfin bon, je pense que ça touchait tout le monde, toutes les catégories sociales et toutes les femmes. Donc voilà. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques, des impressions ? Profitez, Valérie Jourdan est là pour répondre à vos interrogations. Merci. Vous parliez justement du fait de contacter les femmes qui ont bien voulu s'entretenir avec vous. Moi, je me demandais comment on démarche, comment on contacte des personnes pour ensuite les faire parler d'un sujet aussi fort, d'un sujet aussi personnel pour certaines. Comment ça a Alors en fait, oui, en fait, au départ, bon, bien sûr, il y a celles qui figurent dans le manifeste, dont on a essayé de les retrouver tout simplement par le biais de leur agent quand elles étaient actrices ou par l'annuaire, par les pages blanches, par les pages jaunes, et puis aussi les anciennes militantes du MLF. Donc voilà, on a essayé vraiment de ratisser large pour essayer d'avoir le maximum de témoignages. Les personnes qui appartenaient donc au MLF, comme Anne Zelensky et une autre dont je ne me rappelle plus le nom, ont bien sûr voulu témoigner. C'est le combat de leur vie, hein, donc tout d'un coup qu'on leur donne la parole alors qu'elles avaient été un peu effacées de l'histoire. Et leur mémoire était toujours aussi vive. C'était ça qui était intéressant parce qu'elles s'exprimaient de façon très claire. Et elles avaient vraiment en mémoire cet épisode très important dans leur vie et dans l'histoire des femmes aussi. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes pour les faire témoigner. Au contraire, elles
elles étaient assez motivées et elles nous ont vraiment ouvert leurs portes avec beaucoup de bienveillance et voilà, elles répondaient vraiment à notre attente. Elles étaient contentes qu'on parle de ce manifeste qui est passé un petit peu aux oubliettes, quoi. Voilà. Donc, et puis, on a été effectivement très touchés par leurs témoignages quand ils devenaient un peu plus intimes. Et j'ai été surprise En fait, c'est ça qui m'a plu chez ces femmes-là, c'est qu'elles n'avaient... il n'y avait pas de tabou parmi ces femmes du MLF. C'est-à-dire que la parole était claire, on était dans la transparence, on était dans le combat féministe, donc on osait tout dire. Elles osaient tout dire déjà à l'époque, il y a 50 ans, et 50 ans après, elles avaient la même vivacité d'esprit, la même, j'allais dire, le même engagement, voilà, j'allais dire féministe un jour, féministe toujours. Et par ailleurs, voilà, quand on parlait quand même des choses plus intimes, elles nous racontaient sans tabou ce qui leur était arrivé, et c'est vrai qu'on a été pas surprise mais touchée, quoi. En fait, c'est des cadeaux qu'elles nous donnaient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah bah si, complètement. Mais... Merci. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes avaient disparu. On a beaucoup de personnes n'étaient plus qu'on n'arrivait pas à retrouver. Mais surtout, on voulait qu'il y ait comment dirais-je, un panel assez diversifié de femmes, à la fois des femmes du MLF, à la fois des anonymes, à la fois des journalistes, voilà, pour vraiment avoir un panorama de tout ce de tout ce qu'elles ont vécu à cette époque, aussi bien dans leur intimité que dans le combat qu'elles menaient au sein du MLF. Mais c'était vraiment un cadeau, hein. Enfin, je veux dire, moi, leur façon de s'exprimer, leur mémoire toujours aussi vive, ça a été, je dirais, le point fort du documentaire. Et puis c'était un peu aussi notre objectif, c'était de leur redonner la parole. Donc c'est vrai que les interviews sont importantes, puisqu'il est vraiment le centre, puisque elles sont le centre du film. Oui, merci beaucoup pour ce film. Bravo, vraiment, il est vraiment passionnant et émouvant. Et ce qu'on ressent très fortement, c'est à quel point dans leurs souvenirs et dans la réalité, sans doute, ça a été une affaire de solidarité féminine, une expérience forte de ce point de vue-là aussi, et quasiment pour nous maintenant une leçon de militantisme. Voilà, comment est-ce qu'un plan aussi risqué, aussi courageux peut se dérouler, voilà, pas sans accroc, mais très, très efficacement. Moi, j'avais pas l'impression que le manifeste avait été oublié à ce point. Ce qui est sûr, c'est que l'expression salope s'est imposée presque comme si elle avait été là dans l'origine, et ça m'a troublée parce que j'aurais pas su dire qui s'était appelé autrement à l'origine, et voilà, c'est embarrassant, mais c'est comme ça. Mais j'avais pas l'impression qu'il avait été oublié à ce point. Alors, en fait, moi, ce qui m'avait toujours choqué dans ce manifeste, c'est que je pensais en fait que c'était un coup journalistique monté par Jean Daniel. Et je n'avais pas connaissance j'allais dire, de l'acte militant du MLF. Je ne savais pas que le MLF était derrière. Et c'est d'ailleurs Nicole Muchnik du journal L'Observateur le dit, elles ont tout fait. Et moi, je ne savais pas que ce manifeste reposait sur les épaules des militantes du MLF. Je pensais qu'effectivement, c'était un coup journalistique qui avait été préparé par, effectivement, la rédaction du Nouvel Observateur avec les journalistes de l'époque, et puis qu'ils les avaient contactés et que, voilà, elles avaient tout simplement signé avec Simone de Beauvoir en tête, alors qu'en fait, pas du tout. C'est Nicole Muchnik qui a initié ce manifeste, mais après qui a été, j'allais dire, ça a été un combat au sein du MLF pour que les femmes signent.
Et le nouvel observateur, finalement, a reçu ces signatures, mais bien après. Donc voilà, c'était ça, en fait, qu'on voulait remettre en lumière. Même si le manifeste reste, j'allais dire, un événement médiatique important. Mais c'était quand même montrer tout le travail du MLF à l'époque, qui a été fait par elle à l'époque. Ah oui, et vous démontrez ça même en utilisant des petites scènes de fiction, parce que la matière de votre documentaire, elle est vraiment très très riche, très variée. Il y a les entretiens, il y a des images d'archives, il y a des images voilà, de l'époque, presque du quotidien. Et vous avez fait le choix de mettre en scène des petites scènes avec des comédiennes, en fait. Oui. Ouais. Pourquoi ? Alors en fait, c'est des images d'archives qu'on a trouvées sur des sites d'archives qui n'ont strictement rien à voir avec les journalistes de l'époque, mais c'est c'est un petit peu du docu-fiction. On aurait pu créer nous-mêmes cette fiction, mais on a trouvé tout à fait par hasard cette journaliste qui nous a servi pour illustrer la démarche de Nicole Muchnik, et ça nous a semblé intéressant. On l'a mis en image pour montrer cette tension, ce décor naturel de l'époque, contextualisé, et ça a été un coup du hasard en fait quand on a recherché dans les archives, sur les sites d'archives, ce qu'on pouvait trouver comme illustration qui pouvait justement représenter une journaliste en train de travailler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais alors on voit bien que les journalistes sont des images d'époque, mais il n'y a pas eu du tout de scène tournée récemment quand il y a toutes les du tout. Quand il y a toutes les femmes. Alors, attendez, Alors, en fait, moi, ce que j'ai tourné personnellement, ce sont des images de Paris, d'illustration, mais en fait comme des décors naturels, comme la Seine, une église, donc voilà. Et puis les interviews. Mais sinon, ça reste de l'archive. On n'a pas du tout, c'est pas du tout un docu-fiction avec des comment dirais-je, des acteurs et un décor. Bonjour, donc moi c'est pas forcément une question, c'est plus une remarque. Je suis désolée si ma réflexion n'est pas forcément construite, il est tard et en plus ça a été un documentaire très parlant, très poignant, je dirais même. Je voulais juste vous remercier pour ce documentaire. C'est vrai que moi, pour une jeune fille de 20 ans qui n'ait pas eu affaire à ces questions-là, c'est important. On ne se rend pas compte de l'importance qu'a eu ces mouvements parce qu'on a ces acquis là, en tout cas moi je l'ai depuis ma naissance et c'était vraiment important et je tenais vraiment à vous remercier pour ce travail et ce documentaire que vous nous livrez. Merci. Merci. C'est ce qu'on a découvert en fait, tout le travail de ces femmes, parce qu'il y a 50 ans le féminisme n'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Une féministe aujourd'hui, alors même si le combat, ça reste un combat, il y a des batailles à gagner, mais à l'époque, elles étaient vilipendées, elles étaient traitées d'hystériques, elles avaient aucune visibilité médiatiquement. Enfin, elles se battaient même contre elles-mêmes. Enfin, c'était extrêmement compliqué. On sentait que c'était tout d'un coup une prise de parole, comme s'il n'y avait rien eu pendant des siècles et qu'elles se mettaient à parler. Donc, elles n'avaient même pas les codes pour combattre, elles n'avaient même pas de modèle. Elles avaient une envie irrésistible, une nécessité de prendre la parole et de combattre, mais elles n'avaient, j'allais dire, aucun modèle, rien. Elles avaient tout à construire. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment dans le documentaire, en 6 mois, elles ont fait avancer 3 siècles de vie de femme, quoi. C'est assez impressionnant que ce petit groupe de femmes, bon, avec l'appui évidemment de Simone de Beauvoir, qui a tout de suite dit oui d'ailleurs, même c'est ça qui est important. On la voit comme une femme libre, féministe, mais elle a été au combat tout de suite. Elle s'est pas posé la question. Enfin,
Elle a répondu oui. Elle s'est pas dit ah bah oui, qui sont ces femmes, elles sont anonymes, moi je suis connue. Non, ça a été vraiment une solidarité féminine, comme j'allais dire, il en existe peu, et elles avaient vraiment un combat énorme à mener, parce que c'était pas uniquement une histoire de tabou, mais tout d'un coup une prise de parole, c'était gigantesque. En tous les cas, merci, oui. Merci à vous. Y a-t-il une autre question? Sinon, ou j'en remarque? profite pour poser une question. C'est une question un peu méthodologique. Pour les sources d'information, on a vu qu'il y a des interviews, il y a des enregistrements d'archives, il y a aussi des extraits de la série. Je veux savoir si vous avez tourné quelques scènes fictives. Est-ce que vous avez fait jouer des acteurs et des actrices pour certaines scènes? Du tout. Non. Ça a été que des... alors, si. Là, j'oubliais, si j'ai fait... ma fille est dans le RER. Quand on voit une jeune fille dont on voit pas le visage et qui est dans le RER, oui, ça c'est ma fille que j'ai mis en scène. Mais disons que j'étais toute seule à tourner, quoi. Il n'y a pas eu de véritablement mise en scène avec des acteurs. Donc toutes les images d'archives sont des images d'archives qu'on a trouvées sur des sites d'archives, mais qui n'étaient pas du tout de la fiction. D'accord. Voilà, Merci. qui étaient du reportage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors moi, j'en aurais une si, en attendant. Oui. Moi, j'aurais aimé savoir combien de temps s'écoule entre la lecture de la BD d'Adeline Lafitte, donc peut-être ce que vous découvrez en fait, ce que vous disiez précédemment, que en fait ça vient pas du tout de Jean Daniel, c'est vraiment un mouvement féministe entre donc ce choc, enfin cette envie de raconter une autre histoire sur un autre médium. Donc la rencontre avec Adeline Lafitte, les recherches, les entretiens, filmer, le montage et puis la diffusion. Il se passe combien de temps? En ordre général, parce qu'il y a aussi l'accord du diffuseur, la chaîne Histoire. Donc, j'ai rencontré Adeline Lafitte en juin 2019 et le film est sorti en mars ou en avril 2021. Mais bon, on n'a pas travaillé tout ce temps-là. Hein. Il y a eu un an pour que la productrice le présente à différentes chaînes, trouve un financement. Et donc, je dirais qu'on a commencé, nous, à écrire. Ça a pris à peu près 1 ou 2 mois pour déjà retrouver des témoignages. Pour savoir comment on allait articuler ces témoignages au sein d'une trame narrative. Et puis, une fois qu'il y avait un dossier avec un synopsis, voilà, la productrice, après, a été chargée de trouver un diffuseur. Et si on rentre dans la fabrication du film, je dirais qu'on a commencé en juin, pour finir en décembre. Bon, sans parler, c'était pas un travail quotidien, hein, puisqu'il y a eu des après, mais entre les interviews qu'on a dû filmer, si on met bout à bout les interviews, ça prend une 15aine de jours. Moi, j'ai un peu filmé, on va dire, une petite semaine, et puis le montage, c'est à peu près 5-6 semaines de montage, tout compris, voilà. Donc, si on met tout bout à bout, on va dire c'est 4 mois, ouais, 4-5 mois, mais bon, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de réécriture, il faut trouver un diffuseur, donc voilà. Ça... Oui, le travail créatif en lui-même va très vite, c'est tous les à côté qui prennent plus de temps. Oui, en fait, le travail créatif, d'abord on avait la trame de l'histoire, hein, puisqu'on connaissait les points importants de cette journaliste qui avait contacté Anne Zelensky.
puis qui elle-même avait contacté Simone de Beauvoir. Donc il fallait vraiment contextualiser et remettre en scène tout le mouvement de libération des femmes pour comprendre un peu ce qui se passait à l'époque, quoi, en fait, et comprendre que ce mouvement de libération des femmes n'était pas là uniquement pour discuter dans des amphis, mais pour vraiment agir. Donc voilà, il y a des points narratifs qui sont importants pour faire avancer l'histoire. Après, il faut vraiment contextualiser pour donner du corps au film, pour pas se perdre non plus dans des j'allais dire, dans des considérations historiques trop pointues et qui ne servent pas l'histoire, mais quand même donner du ventre, comme donner, voilà, recontextualiser pour qu'on comprenne vraiment les tenants, les aboutissants, que l'Église, par exemple, les 3 points qui étaient importants, c'était montrer que au-delà de cette interdiction, de ce tabou de l'avortement, il y avait non seulement le gouvernement qui était contre, la justice, l'Église et l'opinion publique. C'était en fait ces 4 points qu'il fallait vraiment mettre en exergue pour montrer que c'était pas uniquement une histoire de loi, quoi. C'était toute une espèce de chape de plomb, et c'était ça un peu le plus dur, c'était montrer cette chape de plomb qui empêchait les femmes de s'exprimer sur le sujet. Je parle même pas de dire à voix haute qu'elle se faisait avorter. D'ailleurs, Ariane Mouchkine le dit dans le film, on n'en parlait pas, et elle a su bien plus tard que des amis s'étaient fait avorter parce que c'était un sujet tabou. Tout le monde, voilà, il y avait à la fois de la honte, à la fois l'interdit au niveau de la loi. Voilà, donc il fallait vraiment montrer cette chape de plomb. Et donc c'était pour ça que c'était aussi difficile de trouver des documents d'époque, parce que il n'y avait pas le mot avortement avant le manifeste. Et c'est après le manifeste que la parole s'est libérée, un peu comme elle le dit dans Liliane, je ne me rappelle plus son nom, c'est une sorte de MeToo, moi aussi, quoi. Et donc la parole s'est libérée, et puis le mot avortement, comme aujourd'hui le mot inceste est partout, et ben le mot avortement a été partout, mais avant, il n'y avait pas, ou uniquement dans la rubrique faits divers, parce que on va arrêter une faiseuse d'ange ou un médecin, voilà, mais c'était uniquement pour à la rubrique condamnation des personnes qui avaient avorté ou qui avaient aidé un avortement, quoi. Donc c'était ça l'importance, c'était de montrer cette chape de plomb de l'époque. Donc c'était Liliane Candel, sociologue et militante du Voilà. LRF. Et, voilà, exactement, Liliane. Donc je rebondis justement sur cette histoire de secret. S'il y a une autre question peut-être, non, sur cette histoire de Esme, tu veux poser après, parce que justement Julie de notre BU Lettres a fait une sélection, et juste avant la séance, elle me fait découvrir ce DVD Histoire d'un secret. Et ça traduit tout ce que vous venez de dire. Je vais très vite donner la parole à Julie si elle veut nous présenter des livres phares ou des DVD phares. Et ensuite, je redonnerai la parole à Esme. Alors, dans cette sélection, j'ai essayé de vous mettre des ouvrages scientifiques sur la question. Donc, pour comprendre la loi Veil, les prémices, mais aussi quand ça a été voté, autour de l'histoire de l'avortement. Mais voilà, vous avez celui-ci. Tout ce qui est au fond, généralement, c'est un peu histoire scientifique. Je vous ai mis l'événement aussi d'Annie Ernaux, parce que ça retrace son propre avortement. Et en plus, on a le DVD à la bibliothèque, qui est récent de 2021, je crois, dans mes souvenirs. Je vous ai aussi mis du Gisèle Halimi, bien sûr. Nous en avons plusieurs ouvrages à la BU. Il y en a quelques-uns qui ont été empruntés et qui reviennent qu'au mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous là. Je vous ai mis aussi d'autres DVD sur des témoignages. C'est pas
c'est pas forcément que des témoignages, mais c'est des histoires personnelles d'avortement. Vous avez Histoire d'un secret. Ça, je l'ai découvert en cherchant pour vous. C'est une réalisatrice en fait qui parle de l'avortement de sa maman qui est décédée. Et en fait, elle l'a découvert quand elle était bien plus grande, que sa maman était décédée à cause d'un avortement clandestin. Elle n'était pas au courant. Et c'est son père qui lui en a parlé. Elle devait avoir 40 ans environ. Je sais plus, j'ai lu vite fait. Et donc d'autres DVD sur le sujet. Et je vous ai aussi mis Bell Hooks. C'est une auteure américaine et qui est féministe, noire et qui le revendique. C'est une belle lecture, mais c'est vraiment pour aller plus loin. Donc, la sélection est faite pour comprendre un peu mieux le sujet, mais aussi pour aller plus loin si vous le désirez. Et voilà. Mais je vous invite à la fin de la séance à venir les manipuler, les consulter, regarder. C'est toujours intéressant en fait de manipuler un ouvrage et de s'en rendre compte. Parce qu'une fois que vous allez être dans la bibliothèque, vous allez le repérer si vous voulez l'emprunter plus tard ou avant les vacances. Ça peut être intéressant aussi pour les vacances de Noël. Peut-être que tu peux nous citer les noms, les titres des DVD pour les gens qui écoutent l'enregistrement sur YouTube. Alors, celui de la réalisatrice, c'est Histoire d'un secret. Et je tiens à vous dire aussi que les 4 DVD sont présents aussi sur la médiathèque numérique. Donc, vous pouvez soit les emprunter à la bibliothèque, soit vous pouvez les regarder en ligne. Vous avez le droit, grâce à vos identifiants, en fait, Biome, vous vous authentifiez et voilà, avec vos statuts étudiants, vous avez le droit à ces films. Donc, Histoire d'un secret, vous avez L'événement, une affaire de femme et un documentaire sur le féminisme, L'onde de choc. Enfin, voilà. C'était une question pour Madame Jourdan. Oui. C'est qu'on vous voit plus. Ah. Ah bah oui. Non mais c'est pas grave, je peux poser ma question. Ouais, voilà. Ah bah Ça c'est y est, bon, vous voit en ouais. plus. Oui, Parfait. je les ai dû, oui. Alors c'est bien parce que ça rejoint un peu ce qui a été dit avant. Enfin, ça fait un petit lien. En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même un manque d'intersectionnalité dans ces combats. Pourtant, des combats qu'on retient, qu'on met en avant. Le MLF parlait effectivement de prendre en compte toutes les femmes et tout ce qu'elles vivaient et de pas faire de hiérarchie comme ce qui avait été fait dans mai 68 avec les hommes qui les avaient mis de côté. Mais par exemple, quand elle cite les femmes qu'elles défendent et qu'elles veulent mettre en avant, donc il y a les femmes lesbiennes, les femmes... je ne sais plus exactement ce qui est cité, mais je me souviens qu'il n'y a aucune mention des femmes racisées, des femmes migrantes, des femmes handicapées, etc. Pareil, par exemple, les suffragettes qu'on retient, mais qui étaient profondément racistes, mais qui se sont battues pour le droit de vote pour les femmes blanches. En fait, c'est toutes ces choses-là donc, qui sont dues à un contexte particulier, évidemment. Et en fait, je me demandais comment, lorsqu'on construit un documentaire sur tout ça, comment on se place par rapport à ces manques. Est-ce qu'on décide de le mettre en avant ou est-ce qu'on décide de garder le plus de neutralité possible, on va dire En fait, j'allais dire que c'était... Non, ce qui était important, c'est de montrer, comme vous le dites, que toutes les femmes étaient derrière une cause, même si elles concernaient qu'une certaine partie des femmes. Hein. Je prends le cas d'Ariane Mouchkine, qui n'a jamais caché son homosexualité et qui ne s'est pas fait avorter, mais qui a quand même signé le manifeste, comme d'ailleurs de nombreuses femmes qui ont signé le manifeste, même si elles n'avaient pas eu à vivre ça. Donc c'était un mouvement global et
et j'allais dire que c'est quand même, ça reste un film historique, dans le sens où on voulait pas forcément le rattacher avec des mouvements de femmes aujourd'hui. C'était montrer qu'elles avaient été toutes solidaires à un moment donné pour une cause, et que c'était ce qui devait l'emporter. Après, le manifeste, c'est pas l'histoire du MLF, c'est pas l'histoire du féminisme d'aujourd'hui. C'est un événement qui s'est passé à une certaine période, qui a sorti de cette, j'allais dire, de cette chape de plomb, la problématique des avortements clandestins. Donc voilà, c'était surtout ça qui était important. Sinon, prendre parti, ça voulait dire prendre des chemins de traverse, en fait, sortir un peu du sujet. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est surtout que toutes les femmes ont été derrière ce manifeste pour vraiment défendre une cause. Et voilà. Mais peut-être que le féminisme de l'époque n'est plus le féminisme d'aujourd'hui. Mais bon, c'était pas le débat, quoi. On voulait pas avoir j'allais dire, c'était pas le propos, quoi, du film. Le propos du film, c'était montrer comment d'une situation horrible de ces avortements clandestins, comment un groupe de femmes a réussi à le rendre public et a réussi tout d'un coup à renverser le cours de l'histoire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas, ou c'est... Pardon, je réfléchis en même temps. Je suis mitigée. Elle avait sa petite tête SP là. Ouais, en fait, le fait de dire le féminisme aujourd'hui ou avant, ce qui est triste, c'est que même à cette époque-là, il y avait des femmes, par exemple racisées, qui se battaient pour leur liberté, mais dont on n'a pas du tout parlé, qui ne sont pas du tout retenues dans l'histoire. Mais en mai 68, juste avant que le manifeste soit écrit, il y avait des femmes à La Réunion qui écrivaient aussi un manifeste pour être libérées du colonialisme. Oui, mais là, en fait, le film parle du manifeste. Oui, c'est pas pour dire... et là, elles ont été... c'est quand même que elles n'ont pas été invitées. On n'a pas laissé de place à certaines femmes. Et c'est juste sur ça que j'aimerais faire la nuance, sur toutes les femmes se sont réunies. Oui. Je pense que, il y a eu un truc quand même d'entre-soi, même si c'était un combat. Oui. Non, mais c'est sûr. Puis ça restait presque un, comment dirais-je, un épiphénomène parisien, quoi. Parce que ça se passait dans des amphis à Paris. Puis c'était une sorte de noyau, quoi. En fait, il n'y avait pas d'organisation. Donc, il n'y avait pas de réseaux sociaux, personne ne savait ce qui se passait en province ou à l'île de la Réunion. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille. Hein. D'ailleurs, quand elles ont commencé à essayer de rassembler, de réunir des signatures, c'était 6 signes. On se retrouvait dans des réunions, on allait taper à la porte de un petit peu tout le monde. Donc, ça pouvait être Ariane Mouchkine, c'était une actrice, quelqu'un de connu. Catherine Deneuve a signé sous la pression de Nadine Trintignant parce que elle connaissait. Et puis même les anonymes d'ailleurs. Au départ, Jean Daniel voulait uniquement des femmes célèbres, et c'est elles qui ont imposé les signatures des anonymes, qui devaient en fait représenter toutes les femmes. Hein. Mais ça s'est fait. Au bout d'un moment, il fallait un peu arrêter les signatures parce que d'abord le papier, le manifeste commençait à s'ébruiter, donc elle voulait vraiment garder le secret. Et puis il fallait arrêter. On a arrêté à 343, ça aurait pu être 350, 200. Mais voilà. Mais c'est vrai quand vous dites toutes les femmes, il y avait d'autres femmes qui avaient d'autres combats et qui n'ont pas été inclus dans ce combat-là parce que c'était complètement désorganisé en fait. Le MLF n'avait pas de bureau spécifique, n'avait pas de numéro spécifique, n'avait pas de
d'horaire pour se réunir. Donc ça se faisait dans des amphis enfumés où tout le monde prenait la parole, où personne s'écoutait, pour arriver à voilà. Donc essayer d'organiser ça. Donc c'était compliqué à l'époque. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Sur le bouche à oreille. Enfin, en le visionnant tu veux ajouter quelque chose? Non. Enfin, c'était bon. En le visionnant une seconde fois, j'ai entendu dans la bouche d'Anne Zelensky le prénom Mafa. Elle disait Mafa avait une voix qui portait. Et c'est vrai que ce prénom, tout de suite, il y a un imaginaire qui est né dans ma tête et je me suis dit, cette femme, Mafa, avec cette voix qui dominait toutes les autres, elle devait avoir peut-être une origine un peu différente de la majorité des femmes, et peut-être que Mafa, si elle avait été en vie, parce que pour que Anne Zelensky la cite... Elle est en vie. En fait, on a eu beaucoup de mal En fait, elle nous a contactés bien après la sortie du film. On l'a cherchée désespérément. Et puis on l'a pas retrouvée parce que ses compagnes de lutte n'avaient plus du tout entendu parler d'elle. Et puis elle nous a parlé. Elle dit elle nous a envoyé un message par Facebook. En disant peut-être que c'est moi dont vous parlez. Et voilà, on l'a retrouvée, mais bon, c'était 3 mois après la sortie du documentaire. Et donc, Mafa, vous connaissiez ses origines? Alors peut-être que elle aurait... Non, en fait, ses origines, non, étaient françaises, parisiennes, enfin pas plus que ça, quoi, en fait. Je sais plus si je l'ai... Non, c'était en fait, Mafa, c'était un diminutif de Marie-Françoise, je crois. D'accord. Pourquoi? Mais non, parce que justement, c'est vrai que avec nos yeux d'aujourd'hui, et on a tendance à parfois, faire cette erreur parce que on est beaucoup sur l'émotion. Et c'est vrai que moi, quand j'ai regardé le documentaire, je me suis dit, oui, effectivement, c'est 343 femmes blanches, en tout cas de ce qu'on montre. Et après, je me suis dit, mais effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez choisi un angle, et c'est un épiphénomène, vous l'avez très bien expliqué. Et c'est vrai que ces femmes, aujourd'hui, sont invisibilisées, mais il y avait aussi d'autres femmes à l'époque qui étaient encore plus invisibilisées. Oui, mais oui. Et en fait, les femmes, oui. Non, mais vous avez raison. Mais en fait, je crois que toutes les femmes étaient invisibilisées et même je veux dire la femme au foyer était invisibilisée. Enfin, donc c'est pour ça que le manifeste, la portée du manifeste, c'était de montrer que c'était à la fois des anonymes et à la fois des femmes célèbres. Mais bien sûr, il y a eu aussi c'était un épiphénomène, mais il y avait une sorte d'urgence, quoi. Il fallait obtenir ces signatures, il fallait que beaucoup de femmes signent, à la fois des femmes célèbres et des anonymes, et elles étaient un peu dans l'urgence. Et comme elles se réunissaient de façon à la limite inorganisée, voilà, ça s'est fait comme ça, et elles n'ont pas pu demander des signatures partout en France, que ce soit France métropolitaine ou ailleurs, en fait. Il y avait vraiment une urgence à récolter ces signatures. On a une question d'Alexandre. Oui, alors j'ai peut-être une question qui pourrait intéresser nos sociologues. Est-ce que vos grilles d'entretien, elles étaient prêtes dès le début ou est-ce qu'elles ont évolué au fur et à mesure que les entretiens se passaient et que le tournage avançait? Non, en fait, on voulait surtout qu'elles nous racontent leur expérience, qu'elles témoignent. Et au fur et à mesure, on avait quand même, effectivement, à chaque fois, on dressait des questions sur, quitte à après supprimer
certaines de leurs réponses, mais c'était toujours comment vous avez connu LMLF, comment vous avez connu ce manifeste, qui vous a contacté, dans quelles conditions, est-ce que vous avez vécu un avortement ou vous avez connu quelqu'un qui avait... Donc il y avait quand même des questions standards et puis on les laissait vraiment parler, quoi. On voulait avoir beaucoup de spontanéité. Et pas se dire bah tiens elle était plus au MLF à telle époque donc elle va nous raconter ça, elle finalement elle a écrit un livre parce qu'elle s'est fait avorter donc elle va nous raconter son avortement. Donc c'était vraiment un nombre de questions assez globales, assez larges plutôt, et puis essayer de voilà, quelle serait nos morts cette période. C'était ça qui était important. Comment ça s'est passé, comment c'était à l'époque, et essayer d'avoir leur témoignage le plus justement possible. Parce qu'on voulait vraiment, pas uniquement être dans l'émotion, mais c'était ça qui nous importait, quoi. C'était un moment, une parenthèse dans leur vie intense, forte. Et puis, pour tout ce qui était qui concernait les informations, on pouvait les apporter avec une voix off. Mais comment elles avaient vécu cette période, c'était ça qui était important. Voilà. Que ce soit aussi bien la journaliste Nicole Muchnik, quand elle se dit, mais elle se réveille un beau matin en disant, mais cette situation n'est plus possible, il faut que j'essaye de faire quelque chose. À Zelensky qui contactait de façon un peu tremblante Simone de Beauvoir. Voilà, c'était les faire revivre cette période. Merci. Et est-ce que vous avez été dans des questions sociodémographiques pour essayer de comparer des trajectoires sociales ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que effectivement, elles étaient D'abord, on connaissait pas tout le parcours des 343. Il y avait beaucoup d'anonymes, donc on pouvait pas toutes les remettre dans un parcours de vie. J'allais dire, j'ai plus le nombre exact des femmes qu'on a vraiment eues au téléphone. Mais voilà, il y en avait beaucoup qui avaient disparu de la circulation ou entre-temps qui s'étaient mariés et qui n'avaient plus le même nom de famille. Donc ça a été assez compliqué de faire une étude un peu sociologique par rapport à ces signatures, quoi. Par rapport aux femmes qui avaient signé le manifeste. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Et on va... D'autres questions, peut-être ? On va bientôt clore cette rencontre. Une dernière chose, si vous voulez aller aussi plus loin, l'île de la Réunion, ça m'a fait penser, on en avait parlé avec Esmé, à une pièce de théâtre qui s'appelle Reconstitution, le procès de Bobigny, une pièce de théâtre de Maya Bokeh et Émilie Rousset. Et dans le dispositif de cette pièce de théâtre, le manifeste, le mouvement de libération des femmes de l'île de la Réunion, voilà, toutes ces questions qui ont été mises sur la table, enfin, toutes ces voix qui ont enfin pu s'exprimer à travers 6 ou 8 tables rondes dans ce dispositif théâtral sont traitées. Donc si jamais vous avez l'occasion de voir cette pièce de théâtre, Reconstitution, le procès de Bobigny, de Maya Bokeh et Émilie Rousset, je vous le recommande, ce sera une continuité dans ce qu'on vient de voir ce soir. Et puis n'oubliez pas la sélection faite par Julie. Merci encore Julie. Et merci à vous Valérie. Merci pour votre temps. Merci de vous intéresser à ce film. Merci de vous être penchée encore sur utile. La question. Et on en parlera autour de nous. Merci beaucoup à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et avant qu'on se quitte, je rappelle que la prochaine séance du Club Ciné Sociaux, ce sera le 7 février, ce sera une projection parlée. Donc on a une philosophe de terrain et un photographe d'art, Christiane Bazin,
Christiane Voller, et Philippe Bazin, qui vont nous présenter leur travail sur les immolations en Bulgarie. Donc, c'est un sujet assez lourd, mais très intéressant, et ce sera un autre type de support documentaire, parce que c'est une projection parlée. Ouais. Et c'est présent. Alors, je vais laisser la parole à... Oui, alors normalement, on fait ça avec le département de sémiotique. Merci, rendez-vous le 7 février.